Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch War Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas enregistré en plus. Un épisode, on va l'avouer, qu'on ne pensait pas forcément enregistrer en début de saison. On va être honnête, puisque on va parler du play-in pour lequel le Thunder s'est qualifié après un sprint dont on va parler qui était assez compliqué, on a eu un peu peur à des moments. Pour en parler avec moi, comme d'habitude, Constant. Comment ça va, Constant ? Bah ça va, très heureux de vous retrouver, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai qu'on s'est fait peur à la fin, mais le Thunder est qualifié, c'est le principal. Bon, Constant, avant de parler de cette preview du match à élimination directe contre les Pélicans, pour essayer après d'obtenir une place en playoff contre les Lakers ou contre les Wolves, parlons un petit peu de ces dernières semaines de compétition. On n'a pas eu l'occasion d'y revenir là sur la fin du road trip assez compliqué à l'ouest et les matchs assez simples qu'on était censé avoir, les derniers matchs là de la saison qui nous ont permis de nous qualifier, avec un Dallas qui a un peu abandonné la lutte, il faut l'avouer à un moment. T'étais pas celui le plus optimiste à un moment, notamment sur notre niveau de jeu. Dis-nous maintenant comment tu le ressens, qu'on est qualifié, sûrement du soulagement et de la satisfaction, mais raconte-nous un peu ces dernières semaines. Ah ouais, parce que ça fait longtemps, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas discuté, qu'on n'a pas parlé à NBA. On s'était quitté après la victoire face aux Suns un dimanche à 21h30. On entamait le road trip californien. Road trip californien qui s'était très bien passé lors du premier match avec la victoire face aux Clippers dans les dernières secondes. Après, ça c'est un peu plus compliqué puisque tu perds le match face aux Lakers, un match qui était prenable et un match qui, quand tu fais les comptes, aurait pu te faire terminer au-delà de la 10e place. Il a coûté cher cette défaite-là. Ensuite, tu reviens à domicile. Enfin, tu as la blessure de Shea déjà contre Portland, sachant que le match contre Portland était déjà bien énervant. Je pense que c'est un des matchs de la saison qui m'a le plus trigger, très très vite d'ailleurs. Il y a la blessure de Shea contre Portland qui venait rajouter la cerise sur le gâteau. Il y a les matchs sans Shea contre des adversaires plus faibles. On a vu ce que ça a donné. Il y a une défaite contre les Hornets avec un niveau défensif absolument insipide, un quatrième quart catastrophique. Il y a la victoire au buzzer face aux Pistons. Les Pistons qui avaient gagné un de leurs 22 derniers matchs au moment où on les jouait. Donc on n'est vraiment pas passé loin de l'énorme catastrophe. Et après, il y a la défaite contre Indiana avec le retour de Shea où c'était pas terrible non plus. Donc là, ça commençait vraiment à sentir le roussi pour le Thunder, d'autant plus que on a profité des défaites des Mavs à ce moment-là, puisque les Mavs avaient aussi perdu contre les Hornets, mais tu t'éloignais vraiment de 7-8, tu visais la 10e place. Et puis après, les 10 derniers jours de la compétition, tu as fait ce que tu as pu contre les Suns, contre les Warriors, tu te fais défoncer dans le quatrième quart, là encore avec des schémas défensifs assez catastrophiques. Mais tu as gagné le match qu'il fallait gagner contre Utah. Et puis on en gagne un autre, c'est lequel qu'on gagne après Déjà, Indiana? tu gagnes le dernier déjà. Oui, mais le dernier, on était Le dernier, il qualifié. comptait pas. Après Indiana, non, tu gagnes que contre Utah, hein. Tu gagnes que Tu contre perds Utah? contre Phoenix. Ouais, tu perds contre Phoenix après, contre un gros Phoenix en faisant un bon match. Tu perds contre les Warriors là aussi en faisant un bon match, enfin 3 quarts temps, très bien, et tu perds après. Et après, c'est Utah, et après c'est Utah, et après c'est Ah oui, c'est Memphis. ça, t'as raison, t'as raison. Bon, bah, on a gagné 3 matchs depuis la dernière fois. Non, 4 matchs depuis la dernière fois. On a gagné 4 matchs en 3 semaines. Mais bon, tu profites, disons, du fait que les Mavs ont quand même joué à un niveau qui était pas terrible et en plus ont baissé pavillon. Donc voilà, bon, t'es qualifié. La fin est quand même. Tu sens qu'il n'y a plus beaucoup d'essence il y a plus beaucoup d'huile, pardon, dans le moteur. Hmm. Mais au moins t'es qualifié. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir de toute manière. Non, je suis d'accord avec toi. Et il y a pas mal de gens qui commençaient d'être frustrés de notre niveau de jeu sur la fin. Certains qui voulaient même plus qu'on soit en play-in parce que de peur de se faire défoncer et que ça serve à rien. Non, t'as bien résumé que déjà tu vois que ça commençait de tirer sur les organismes, que ça soit Shea qui a eu une petite blessure et qui a quand même joué, qui s'est reblessé à la cheville, enfin qui a eu pas mal de choses. Voilà, on nous dit dans le chat quelques défaites dans le Money Time, effectivement. Ta défense qui était largement moins dominante que sur le reste de la saison. Ouais. Tu l'as dit, même contre des équipes assez faibles où t'as eu du mal à t'imposer défensivement, à imposer ton rythme. Moins d'adresse, qui est un facteur flagrant Très de la fatigue important et que tu peux flagrant, ouais. avoir. Et que notamment, on va en reparler, d'un Isaiah Joe qui illustre très bien ça au niveau de l'adresse, d'un Dort qui a été famélique pendant longtemps. Bon, les derniers matchs étaient un peu mieux, mais ça a été très compliqué pendant un moment.
Et aussi, c'était joué, cette fatigue était accumulée en plus par un banc globalement qui t'a beaucoup moins apporté qu'auparavant, qui était moins décisif, des rotations qui se sont réduites, parce que pour le coup, Degnault, à part sur certains matchs où ça en a frustré certains, alors c'est lequel où ça a joué à beaucoup de monde et qu'on a perdu, c'était pas Indiana? exceptionnel, je sais plus. Ouais, Indiana, je crois. mais après, ça a très vite réduit les rotations quand même, où t'as tourné à 7-8, tes joueurs majeurs sont rapprochés des 35-40 minutes, voilà, ça a fait beaucoup moins de rotation, t'avais moins de place, pour tout le monde. Non, voilà, notre qualification, on l'a cherché aussi sur nos bonnes périodes en janvier et post-All-Star Break, là, après quelques matchs où on était en 8, on a fait 8-2 à un moment sur 10 matchs où on n'était pas mauvais, et c'est là qu'on allait chercher, et là on a juste assuré le minimum pour se qualifier, dans une Ouest qui était, ça tu l'as très bien dit plusieurs fois, moyenne, dans ce milieu de tableau, et tu t'écroules certes à un match de l'équilibre, mais à 40 wins, qui est une énorme satisfaction sur cette saison-là. On aura l'occasion d'en reparler en bilan, euh, mais c'est une vraie satisfaction par contre d'être sur ce play-in-là, pour récompenser les efforts des joueurs, pour récompenser cette très bonne saison encore une fois, même si t'es pas favori, t'es pas dans ta meilleure période de l'année, et il va falloir affronter des Pelicans qui vont nous poser problème. Euh, et juste, je voulais mettre en évidence une individualité, mais je pense qu'on va reparler, on en parlera plus prochainement, mais Aaron Wiggins qui te sauve beaucoup de choses sur cette fin de saison, dans son rôle et par rapport au starter, certes, qui ont porté l'équipe, mais lui a sauvé beaucoup de choses sur les derniers matchs. Bien sûr, ça a été ton shot d'adrénaline, ton boost d'énergie, Aaron Wiggins, sur ces derniers matchs. T'en avais besoin parce que c'était quand même. Mettez-vous en 480. On nous dit dans le chat. Mm. Je vais parler. Au pire, Pierre essaiera de faire les Mm. réglages. Mais Aaron Wiggins, oui, bien sûr. De toute façon, c'était une critique que je faisais depuis longtemps au banc du Thunder, avant même que ça devienne une évidence sur pas mal de matchs. Le fait que depuis le trade de Muscala, depuis la blessure de Kenrich, globalement, ton banc, tu étais obligé d'aller chercher le backup du backup, qui est un terme qu'utilise souvent Tom aussi. C'est que si t'as pas Kenrich en backup, faut que tu ailles chercher le backup de Kenrich. Le backup de Kenrich, au début, c'était Lindy Waters. Il a tenté du Ousmane Dieng, il a tenté du Poku. Alors, on va pas revenir sur les performances de Poku parce que c'était pas le seul à être très mauvais. Mais voilà, Aaron Wiggins qui, au fur et à mesure des matchs, a pris de plus en plus d'importance dans la rotation, au point d'être, sur les derniers matchs compétitifs, le sixième homme du Thunder. Je pense même qu'il était passé devant Isaiah Joe dans la rotation. Le match contre Utah, clairement, c'est Aaron Wiggins qui te le fait gagner. Et puis voilà, quoi. C'est Aaron Wiggins qui t'a apporté ce boost d'énergie qui était censé t'apporter Kenrich Williams et que finalement tu as eu grâce à lui. Et il montre encore une fois, Aaron Wiggins, qu'il est précieux dans cet effectif du Thunder et que tu as besoin de ce seul guy qui peut t'apporter de la diversité dans le jeu offensif et qui peut t'apporter des possibilités, même tactiquement, au niveau des rotations et des 5 majeurs en sortie de banc. Mm. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir, ce qu'on en parlera très vite, mais ça va être ta principale rotation là pour le match de play-in, et ça l'a été sur les derniers matchs. Ouais, mais globalement, en fait, le banc a été décevant sur la fin de saison, donc on nous a beaucoup cité, et même nous, on l'a dit, Mike Muscala a peut-être apporté. Enfin, un Dario Saric a apporté au début, puis il a vite disparu de la rotation après quelques mauvais matchs, et là, sur la fin, on le voyait plus du tout. Donc, un Mike, est-ce qu'il aurait tenu plus longtemps dans la durée sur son apport? Peut-être, ou peut-être pas, hein. Il a pas super bien fini la saison avec Boston, je crois. Ouais, il a fait un T'as 27-8 là Kenrich. cette nuit. Oui, ouais, mais bon, voilà. T'as un Kenrich qui manque par contre énormément, ça c'est sûr, c'est pas à sous-estimer. D'ailleurs, on a dit au moment de sa blessure, on a dit oula, ça commence à être compliqué. T'avais la blessure de Shea juste après, on a dit oula là là là, ça va être vraiment compliqué. Et non, mais tu vois, même un Isaiah Joe qui, bon, certes, a fait quelques gros matchs où il a vraiment apporté, notamment sans Shea, où il a pris plus de tirs, etc. Mais les Charlotte, ouais. pourcentages ont bien baissé pour Joe. Je pense qu'il y a de la fatigue. Je pense que voilà, tu as beaucoup tiré aussi sur son organisme à lui. Il a pas joué le dernier match d'ailleurs, hein, aussi, même il était sur la feuille. Ouais, t'as pas eu de boost autre, tu vois. Un Treman ne s'est pas montré plus, un Dieng a peu apporté. Tu as dit le retour de Poku et JRE, c'était trop tard. Ils ont pas eu le temps de se remettre en rythme, mais ça a pas été très productif. Et effectivement, Poku est d'ailleurs peut-être encore blessé ou Oui, encore oui, il est blessé out au genou. actuellement, pas sûr. Ouais. Donc non, ouais, ça a été compliqué, mais ça a permis
à ton quatuor, voire à ton 5 majeur là d'avoir des plus grosses minutes, de jouer encore plus ensemble. D'ailleurs, même un Jalen Williams n'a pas été exceptionnel sur la fin de saison. Il y a plusieurs Non. matchs où il a bien disparu. On a été bien meilleur sur du small ball en switchant. On a été, voilà, encore une fois avec Wiggins. Voilà, ça nous a sauvé quelques fois ça aussi. C'est là qu'un Kenrich manquait encore plus parce que dans cette optique-là, il est intéressant. Mais ça a tenu parce qu'on a su gagner ce match à Utah, parce que Dallas a été Parce que horrible Dallas surtout. et à tanker. Parce que Et, Dallas. ouais, parce que Dallas, voilà. Donc c'est tout bénef maintenant. Là, on y revient rapidement parce qu'on aura le bilan de la saison qui va arriver, on espère le plus tardivement possible. Peut-être on peut espérer des choses, mais, mais ouais, la fin de saison commençait d'être un peu longue. Voilà, on va juste conclure comme ça, je pense. Oui, bah alors, déjà bravo à Kamel de m'écouter ici à Dunk Hebdo. Je sais pas comment tu fais pour Ouais. m'écouter autant. Effectivement, tu dois être saoulé, hein, mais non, non, mais après oui. Enfin, j'aime pas, j'aime pas l'argument. Enfin, je comprends l'argument, mais je suis pas fan de dire les joueurs sont cramés parce que théoriquement tout le monde joue 82 matchs et que le Thunder, Mm. c'est pas les Raptors non plus. Le Thunder, les titulaires ne jouent pas 40 minutes tous les soirs. Par contre, il y a effectivement un point sur lequel il faut revenir pour expliquer déjà cette patte d'adresse sûrement liée à la fatigue, c'est que le Thunder a joué 17 matchs sur le mois de mars. Il y a Mm. 31 jours en mars, 17 matchs. Il y avait 4 back-to-back, je crois, sur le mois de mars. Enfin, c'était un enfer complet. Donc, 4 back-to-back en sortie de All-Star Break. Enfin, c'était un enfer complet. Mark Gelnolt, on a parlé d'ailleurs du fait que sur le mois de mars, ça avait pas mal tiré sur l'organisme. Et que, effectivement, bah, défensivement, si tu es un peu plus cramé, bah, tu vas avoir un peu de retard sur les close-out. En attaque, tes shoots vont être un poil plus courts. Donc, oui, effectivement, ça n'a pas aidé. Et le fait que tu ne puisses pas te reposer sur ton banc puisque Kenrich n'est pas là et que Muscala, on connaît les limitations défensives, on connaît les limitations en termes de minutes, lui aussi en termes de cardio, il aurait été cramé, mais Muscala aurait pu t'apporter, sur certains matchs, aurait pu t'apporter 9 points en 1 minute 30, enfin la Mike Muscala, qui aurait pu t'aider dans certaines situations, parce que Dario Saric ne sait pas trop faire. Mais voilà, c'est un calendrier qui était très difficile en termes de matchs joués, puisque au moment du All-Star Break, le Thunder était une des équipes à égalité qui avait joué le moins de matchs, donc on savait que post-All-Star Break, ça allait bien enchaîner les matchs. Voilà, on y allait, et ça montre aussi le caractère de cette équipe, parce que voilà, il y a eu vraiment une période très compliquée, c'est la période Hornets, Pistons, Pacers. Warriors Mhm. et Suns, dans le contenu, c'était déjà mieux. Et après, contre Mm. Utah, c'était pas terrible, mais tu fais quand même un troisième, quatrième quart très solide. Donc, il y a vraiment une période de C'était creux. même bien, ouais. Bon, Phoenix contre Warriors, c'était bien, Utah, hein. ouais, quatrième quart contre Golden State, Ouais, c'était quand même oui, une t'arrêtes de catastrophe. jouer. Mais t'arrêtes de défendre aussi. Mais voilà, même contre Utah, le fond était pas terrible, mais tu gagnes quand même de plus 20. Ouais, t'es au-dessus largement de cette équipe-là. Après, tu vois, contre les Warriors, tu te dis t'arrêtes de défendre, mais c'est qu'offensivement, pendant 3 quarts temps, tu mets tout, et d'un coup, tu mets plus rien, et tout s'arrête, et du coup, tu perds des ballons, ça devient beaucoup plus compliqué. Et bon, les autres, tu leur donnes des contre-attaques, tu leur Oui, des donnes plein de rebonds off courses, aussi. etc. Donc, c'était assez compliqué là-dessus, ouais, effectivement. D'ailleurs, merci, du coup, vu tout ce qu'on dit, merci à Dallas d'avoir lâché assez tôt et d'avoir laissé presque une semaine de repos, ça va faire au total, avec le 10 dernier jours, ouais. match où ils n'ont pas joué aux titulaires, qui vont faire le plus grand bien. Peut-être une petite perte de rythme avec tout ce que tu as joué avant, mais ça va faire le plus grand bien. Et je crois que même pour ajouter à ce que tu as dit sur Mars, on a joué un truc genre 24 matchs en 42 jours ou quelque chose comme ça. C'est possible, c'est Si je me possible. souviens bien de la stat que j'ai vue, enfin, c'est assez monstrueux. Sachant qu'il y en avait pas mal qui Pour étaient en déplacement hein, aussi. Ouais. Et pour des joueurs qui, au final, pour beaucoup, n'ont pas eu l'occasion de faire des saisons pleines et de jouer autant de matchs depuis leur arrivée en NBA. Parce que Guidi a pas fait une saison complète l'année dernière. Shea, ça fait plusieurs saisons que c'est pas complet. Je pense que la première aux Clippers, si, mais l'autre, Il joue il est dans la 82 bulle, donc matchs c'est la différent. première. Voilà. Et dans la bulle, Voilà. il loupe un match. Mais en gros, depuis Ouais, 3 mais du ans, coup, il y il a la bulle. dépassait pas les 55 matchs. Voilà, Dort, on est un peu dans le même cas que Shea. Tu as un Joe qui a peu joué en NBA avant d'arriver au KC, concrètement. Wiggins, même chose, il n'a pas énormément joué depuis qu'il est arrivé, enfin il a un rôle plus petit. Jane Williams, rookie. J-Dub, rookie.
Voilà, donc t'as des joueurs qui n'étaient pas forcément habitués à ça aussi, et tu l'as peut-être senti un petit peu sur la fin de saison, où d'habitude, depuis 2 ans, ils sont un peu laissés hors pot, certains, sur ces périodes de l'année, et on a des matchs comme le dernier. On a des matchs où on a des triples-doubles de joueurs improbables, on a des records en carrière dans tous les sens. 42-12 de Kenneth Lofton. Voilà, exactement. Donc voilà. Bon, on va passer maintenant au cœur de l'épisode, de ce qui nous intéresse le plus maintenant, à la grosse échéance qui arrive. C'est ce match de play-in contre les Pélicans. On va commencer simplement. C'est Déjà, pas ça fait l'adversaire chier, qu'on aurait aimé jouer. Voilà, c'est clairement pas l'adversaire qu'on aurait aimé jouer. On l'a vu déjà rien que sur le dernier match contre les Wolves. On aurait préféré jouer les Wolves vu comment ça se passe actuellement là-bas, mais ils ont réussi à battre ces Pels là. Mais concrètement, les Pels ne nous ont pas réussi cette saison. On est à trois défaites pour une victoire contre eux cette année, dans des matchs qui ont eu plusieurs un peu le même scénario. Ils ont des armes pour, on va y revenir, contre-écher. Ils ont un joueur qui va nous embêter. Enfin, il y a pas mal de choses qui nous conviennent moyen dans ce match-up là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu déjà avant de plonger vraiment dedans et d'analyser tout ça? Après, de toute façon, que ce soit Minnesota ou que ce soit New Orleans, c'était pas des bonnes match-up, hein, globalement. C'est pas Si on faux. prend, si on prend les confrontations de saison régulière, dans les deux cas, le Thunder avait perdu 3 matchs pour une victoire. Mais c'est sûr que les Pels, les Wolves, quand tu vois la blessure de Jaden McDaniels, pardon, mais qui fout un coup de poing contre un mur quand même et qui se pète Non, la main, ça dans les blessures connes, franchement. Il y avait un mais je sais pas gardien ce de qui s'est foot qui passé s'était bloqué le dos en ramassant une lettre par terre en jouant au Scrabble, ça je me rappelle. Mais c'est Enes Kanter qui a fait presque la même que McDaniels Oui, aussi. Enes Kanter s'était pété la main en tapant une chaise Mais aussi. oui. Et c'était chez Effectivement. nous, je crois. Si, Oui, en c'était chez plus, nous, hein. c'était ok, si, tout à fait. Non, mais même cette dernière nuit NBA, je sais pas ce qu'il y avait, c'était n'importe quoi. C'était. Ouais, de moralité, Jaden McDaniels aurait dû taper son coéquipier que de taper le mur parce que sa durée d'indisponibilité sera moins longue pour Rudy Gobert. Mais non, mais pour revenir sur les Pels, effectivement, match-up pas facile, mais si on prend, pour rester de manière assez globale, si on prend les confrontations de saison régulière, t'as 4 matchs qui sont quand même dans des scénarios très différents, puisque le tout premier, c'est avec Zion Williamson, le tout dernier, c'est sans Brandon Ingram. Le Thunder a gagné le dernier match à New Orleans, c'est à noter, avec une performance globalement très bien maîtrisée. Sinon, les 3 matchs, les 3 défaites du Thunder se sont jouées à 4 points d'écart, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Que c'est des pour matchs ça que je serrés. disais, ça se ressemblait. Ouais, il y en a 3 points d'écart déjà, je crois, si je me Voilà. trompe pas. Mais je crois que les 3 sont à 4 points d'écart et celui qu'on remporte, on le remporte avec une marge un peu plus élevée. Mais voilà, c'est des matchs très souvent où les Pels ont fait un gros run au début. Le Thunder revient en deuxième mi-temps, ça se joue à des détails et souvent le Thunder est passé à côté. Je vais notamment souvenir du troisième à la pique où le Thunder est meilleur que les Pels, mais le Thunder ne profite pas des opportunités de passer devant et du coup tu perds le match, etc. etc. Mais voilà, c'est une match-up qui est pas évidente sur le papier, mais de toute façon, que ce soit les Wolves ou que ce soit les Pels, c'était des match-up différentes, mais des match-up qui ne nous réussissaient pas spécialement. Après, encore une fois, on a quelques arguments qui peuvent peut-être faire pencher la balance en notre faveur, ou en tout cas nous donner envie d'y croire. Ouais, déjà, je voulais juste revenir sur les scénarios et tout ce qu'on a vu sur ce début de saison entre les confrontations directes entre les deux équipes. Tu l'as très bien dit. Là, on arrive au play-in. La confrontation qu'il va y avoir, les joueurs sur le terrain, on l'a presque jamais eu sur cette saison-là, que ça soit dans les rôles ou que ça soit dans les blessures, que ça soit dans tout ça. Parce que les premiers matchs de la saison, tu avais par exemple un Poku qui startait. Tu avais un J-Dub qui était sur le banc et qui n'avait pas du tout l'ampleur qu'il a maintenant et le niveau qu'il a maintenant. Le dernier match, la dernière fois qu'on les a joués, Ingram n'était pas là. Ils n'étaient pas au complet. Enfin voilà, t'as jamais eu vraiment un match à pleine puissance des deux équipes dans la configuration que ça va être maintenant. Bon là, Zion ne sera pas là. On en a parlé avant, Alvarado non plus. Côté Thunder, Kenrich non plus. Mais là, on va dire que globalement sur la saison, t'as rarement eu une confrontation dans ce qu'elle va être là dans les prochains jours. Donc ça va être déjà, on va essayer de tirer des conclusions là-dessus, mais on est limité déjà dans notre analyse des confrontations directes qu'on a pu avoir entre les deux. Je pense que le premier point qu'on peut...
Pardon, excuse-moi. Vas-y. Je pense que celle qui s'en rapproche le plus, c'est la défaite du Thunder à Chesapeake, le Hmm. troisième match juste avant le All-Star Break, où il y avait Beckham, ouais. déjà pas Zion, oui, ou Paycom si tu veux, où Zion était déjà absent, et c'était vraiment Brandon Ingram avec Alvarado startait, mais c'était vraiment, je trouve, Jalen startait déjà, Jalen Williams était passé titulaire depuis un bon moment, donc c'était vraiment, je pense, c'était si on doit prendre une match-up en termes d'effectifs présents, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce qu'on aura dans la nuit de Hmm. mercredi à jeudi. Ouais. Et, euh, et pour le coup, ça va être intéressant de l'analyser celle-ci, parce que Shea avait été en difficulté, ce qu'il n'a pas toujours été cette année contre eux, mais qui est arrivé plusieurs fois, et Ingram nous avait roulé dessus. Concrètement, Oui, nous avait posé beaucoup de problèmes en mettant des très très gros tirs, et d'ailleurs Daignault en a reparlé en conf de presse là juste avant qu'on enregistre en disant bah, Ingram lui il est capable de mettre les tirs qu'on essaie de donner aux équipes adverses, et c'est un signe que c'est un très grand joueur. Bah, effectivement, contre nous, sur les mid-range, sur les post-up, sur les fade-away à mi-distance, il nous avait fait très très mal. tout à fait. Oui, bah non, mais enfin, après, si tu veux, on peut rentrer dans le détail, mais moi j'ai plein Hmm, de stats sur quels seront les éléments clés de vas-y. cette confrontation. Moi j'ai des trucs un peu plus collectifs avant peut-être de parler de justement des match-ups offensives et défensives. Pour moi, la première vraie bataille qui va être importante, ça va être, comme toujours avec le Thunder, la bataille au rebond. Parce qu'on a deux très bonnes équipes au rebond offensif. Si on prend le pourcentage de rebond offensif, les Pels sont 9e, le Thunder est 10e. Comme quoi, le Thunder n'est pas une si mauvaise équipe que ça en rebond offensif. Par contre, en rebond défensif, les Pels sont la 5e meilleure équipe, le Thunder est 28e. Là, pour le coup, il y a une vraie différence entre ces deux équipes. Le Thunder a montré sur pas mal de matchs que quand tu avais de l'adresse qui tombait pas forcément dedans, on pouvait subsister grâce à des rebonds offensifs, notamment Dort qui est de plus en plus Hmm. actif dans ce domaine. Faut dire aussi quand Lou Dort fait des choses bien. Josh Giddey est toujours. Ça dépend des matchs, mais il est quand même plutôt actif aussi dans ce domaine. Donc voilà, pour moi, la première vraie grosse bataille de cette confrontation et la première vraie grosse bataille tactique, ça va être sécuriser tes rebonds défensifs. Parce que le Thunder a toujours des problèmes à sécuriser les rebonds défensifs. Et là, surtout en fonction des match-ups, les Pels vont très certainement faire starter Jonas Valanciunas, qui en termes de rebond offensif Ouais. est un très bon joueur. Donc ça va être un premier point qu'il faudra surveiller parce que les Pels, je suis pas convaincu qu'ils vont te laisser beaucoup de rebonds offensifs. Et si par contre, eux, tu leur laisses beaucoup de rebonds off et beaucoup de points sur seconde chance, la match-up va déjà tout de suite être. Tu vas tout de suite Hmm. partir avec un handicap. J'ai pas grand chose à ajouter, j'avais noté les mêmes clés, notamment sur le rebond et sur la présence de Valanciunas qui va nous poser énormément de problèmes au rebond des deux côtés du terrain, qui va beaucoup nous embêter par son poids, sa taille bien sûr, mais son poids qui fait une énorme différence par rapport à un Jelin, par rapport peut-être à un Saric, un JRE, qui sont peut-être là en sortie de banc à voir. Il va poser énormément de problèmes parce que c'est un profil à la Adams concrètement, hein. Après, il pourrait nous poser énormément de problèmes aussi, balle en main, à jouer des post-up, etc. Mais de peu que j'ai vu des Pélicans dernièrement, je suis pas sûr que ça soit la priorité qu'ils le fassent jouer comme ça. Mais pour eux, ça pourrait être une clé de maximiser son utilisation pour nous faire du mal à l'intérieur. Je vais ajouter une clé, moi, par contre, de mon côté. Parce qu'on va pas parler des problématiques hors bon, on en parlera sûrement en bilan de saison, de moi, comment je l'analyse, de pourquoi, notamment dans les rotations défensives, comment ça complique les choses, etc. Mais effectivement, ça va être une clé immense pour ce match-là. Et d'ailleurs, si on regarde les confrontations directes, on perd pas, on a rarement perdu largement contre rebond. Et c'est pour ça que les matchs d'ailleurs étaient serrés la plupart, hein, donc il faut réussir à rester dans cette optique-là. Moi, peut-être l'autre clé que j'avais identifiée, par rapport à une équipe des Pélicans, sûrement justement avec Valanciunas, c'est qu'il va falloir réussir à imposer du rythme et courir comme on l'a pu faire sur certaines grosses performances qu'on a fait cette année. Si tu arrives à tomber dans un match où tu es très disruptif en défense, si je peux dire, où tu coupes les lignes de passe, où tu vas agresser le porteur de balle, où tu vas les embêter et essayer de gagner quelques ballons, et que tu réussis à courir, là où tu es concrètement le meilleur, hein, que ce soit avec chez balle en main sur des transitions, avec J-Dub, Didi, etc. Si tu arrives à courir et à avoir des tirs ouverts sur tes transitions, tu vas les mettre en difficulté et ça sera beaucoup plus dur pour eux de te stopper. Là où on va en reparler ensuite sur la défense demi-terrain, ils vont bombarder tout le monde dans la raquette, ils vont blinder le truc et ça sera beaucoup plus compliqué. Donc il faut réussir à mettre un gros rythme en place, et d'ailleurs
sur toute la fin de saison et sur toutes les bonnes périodes du Thunder, c'est quand tu arrives à courir et à être bon défensivement pour maximiser ensuite tes courses vers l'avant et vers l'attaque. Et ça, il faut réussir à le retranscrire dans un match en jeu, ce qui est beaucoup plus difficile, qui sera beaucoup plus fermé. Mais ça va être une clé d'arriver à avoir des runs où tu cours, tu as des contre-attaques, etc. Bien sûr, oui, puisque le Thunder est l'une des équipes qui court le plus, alors qu'au niveau de la pace, les Pels ne sont que 16e, donc ils sont dans le milieu de la ligue. Même eux, je pense pas que ça les favorise particulièrement d'être une équipe qui va jouer très vite. C'est là la vraie problématique, c'est que le Thunder va devoir attaquer sur demi-terrain. On a vu que Mm. l'attaque du Thunder sur demi-terrain, c'est pas non plus la folie. Donc oui, non, mais je suis d'accord avec toi, il va y avoir cette question de rythme, il va y avoir cette question de comment tu peux essayer de limiter un petit peu les ne pas permettre aux Pels de mettre leur défense en place, enfin ne pas permettre aux Pels de mettre leur défense en place, quoi. Globalement, les prendre au rythme, mais ça va être très complexe parce que dans un match en jeu, ça risque de jouer beaucoup demi-terrain. Même si on a plus vu le Thunder sur les derniers matchs jouer demi-terrain, sur certains matchs en tout cas, mais oui, ça va être une première problématique parce que l'attaque du Thunder sur demi-terrain, j'essaye de vous trouver la stat, mais ça n'est pas la folie globalement. Donc voilà, ça va être. Voilà, le Thunder est 16e en attaque sur demi-terrain. Après, les Pels doivent pas être beaucoup mieux. Non, les Pels sont même en dessous. Ils ne sont que la 20e attaque sur demi-terrain. Donc limite, le Thunder attaque mieux sur demi-terrain que les Pels finalement. Mais voilà, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais il faut essayer d'imprimer ton rythme, même si tu es dans un match à Mm. enjeu. Parce que si tu te retrouves dans une guerre d'isolation ou dans une guerre de gros tirs, je suis pas sûr que tu parviennes à remporter la bataille. Ça nous a pas souri cette année en tout cas avec eux parce que on l'a vu, 3 défaites dans le clutch contre eux cette année. Oui. Parce que, mais même globalement sur plein de matchs, dans ton clutch, tu tombes très vite dans on donne la balle à Shea, on regarde ce qui se passe. Il a plus ou moins bien géré ses situations, plus souvent moins bien que bien, on va Oui, même dire. oui, oui. Parce que il est trappé, parce que c'est fermé, parce qu'il va forcer des tirs compliqués qu'il peut mettre, parce qu'il est très fort cette année, il met des tirs très compliqués. Mais dans le clutch, tu t'attends à ce que c'est lui qui prenne les tirs et c'est lui qui va être défendu le plus, quoi. C'est pour ça qu'un Josh Giddey a des fois pas mal de ballons dans le clutch et a des espaces pour jouer. Et on l'a vu, il a été très bon dans ces situations-là sur pas mal de matchs. Mais parce que Shea est tellement attendu qu'il est obligé de forcer, des fois souvent tout seul, parce qu'il n'y a rien qui se passe autour et que toute la défense est resserrée. Et c'était particulièrement flagrant d'ailleurs contre eux sur plusieurs situations où c'est l'une des équipes qui l'a plus trappé, je pense. C'est une des équipes avec Herb Jones qui a une arme intéressante à mettre sur lui, qui est capable de faire baisser ses pourcentages, parce que concrètement, Shea, tu l'arrêtes très difficilement maintenant. Par contre, tu peux essayer de faire baisser ses pourcentages, et c'est ce qui est arrivé sur 2 ou 3 matchs contre les Pélicans. Bon, il y en a un où il en met 44 par contre, Oui. où il a vraiment marché sur tout le monde. Mais voilà, il faudra réussir à gérer mieux ces situations où les Pélicans sont en place défensivement, donc dans le clutch notamment, et en partageant un peu plus la balle, en mettant des choses un peu plus en place, en trouvant les joueurs seuls, etc. Et ça va être une clé, parce que concrètement, hein, même si on n'est pas favori de ce match-là, ça reste un match à élimination directe, j'ai du mal à le voir avoir un blowout concrètement. Oui, non, mais ça, oui. Après, tu vois, même défensivement, sur demi-terrain, le Thunder a la quatrième meilleure défense sur demi-terrain. Les Pels sont sixième, donc ça va être un match Hmm. plutôt défensif. Et pour égayer les stats enfin, le fait, tu parlais du fait que chez Gilgeous Alexander était très bien défendu par Herb Jones. Herb Jones, quand il est le vis-à-vis de chez Gilgeous Alexander en défense, il le limite surtout sur les 4 matchs, hein. Il le limite à 40% au tir et 9 pertes de balles. Herb Jones, c'est l'un des joueurs qui défend le mieux chez. Je me souviens, Hmm. le quatrième match, celui que le Thunder remporte, c'est un match où Herb Jones fait 3 fautes très vite. C'est peut-être pas le quatrième, mais c'est un match où en tout cas je me souviens où Herb Jones fait très vite ses fautes. Et il va falloir essayer de provoquer des fautes du côté d'Herb Jones parce que le reste, finalement, si on regarde les autres vis-à-vis des Pels sur Shea, que ce soit Trey Murphy, que ce soit Josh Richardson, qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense qu'ils vont lui envoyer du Josh Richardson aussi. Ouais. Shea fait globalement ce qu'il veut, notamment vis-à-vis de Trey Murphy, où si vous allez voir les pourcentages, c'est très très sérieux. La vraie problématique, c'est Earl Jones sur Shea, c'est comment tu vas essayer de te dépatouiller de ce défenseur qui physiquement
n'a rien à envier à Shea, que ce soit en musculature, que ce soit en longueur, que ce soit en vitesse latérale. Donc c'est d'ailleurs ça qui permet à Herb Jones d'aussi bien défendre Shea. Même en taille, il lui envie rien du tout. Donc ça va être essayer de faire en sorte que Shea se retrouve avec d'autres match-up. Alors ça peut être via un jeu d'écran, voir si les Pels sont capables de switcher, et même s'ils ont envie de switcher. Après, qui va poser des écrans pour empêcher Herb Jones de faire le switch? Ça, c'est la problématique du Thunder sur toute la saison. Mais Ouais. oui, si tu raisonnes d'un point de vue des Pels, c'est comment limiter chez Gilgeous-Alexander. Ça va passer certainement par des prises à deux, ça va passer par des trappes, notamment si on est dans un cas de figure de match serré, ça va être essayer de faire lâcher la balle hachée. Mais le raisonnement premier et la première arme que tu vas envoyer pour essayer de limiter chez Gilgeous-Alexander, avant de tester autre chose si ça marche pas, c'est Herb Jones, effectivement. Herb Jones tout seul, même. Ouais, Herb Jones je tout suis seul. d'accord. Ouais, et puis on l'a un petit peu dit, et que c'était flagrant en regardant les matchs contre eux auparavant. Ils mettent Herb Jones sur Shea en point of attack tout seul devant, et puis derrière ils ont presque tous un pied dans la raquette entre guillemets, et ils l'attendent prêt à défendre sur le drive. Et l'une des clés pour contrer ça, parce que comme tu l'as bien dit, il n'y a pas forcément de poseur d'écran pour amener du switch, on n'a pas encore un deuxième joueur qui est capable de t'amener une énorme menace offensive. Donc moi, ce que j'avais identifié, c'est qu'aussi, il va falloir qu'il y ait un ou deux joueurs qui step up et qui deviennent un vrai lieutenant pour Shea, comme on l'a eu sur cette fin de saison parfois, hein, avec un J-Dub qui a été très bon, des fois ça a été Guidi. Il va falloir que tu aies quelqu'un d'autre qui, par contre, profite des match-ups défensifs beaucoup plus favorables qu'il y aura sur le reste des postes, parce qu'un CJ McCollum, franchement, vas-y, exploitez-le défensivement, faites-le défendre. Trey Murphy est un peu plus intéressant, mais il a un niveau largement moindre qu'Herb Jones défensivement. Valanciunas, tu peux très bien le faire ressortir de la raquette, même un Jane Williams peut l'amener loin du panier. Enfin, t'as vraiment des match-ups à exploiter sur le reste qu'Herb Jones en fait. Et ça va être important que t'aies d'autres joueurs qui portent l'effectif. Shea, il va mettre 25 points. Après, les pourcentages, à voir comment ils arrivent à le défendre. Peut-être qu'il sera autour des 50, peut-être moins. Par Et contre, si encore t'as d'autres joueurs à 25, côté de lui, c'est pas ouais. beaucoup Bon, 25 si, pour Shea, hein. Dans un oui, match mais en jeu, c'est minimum 25. Je vois pas comment il peut en mettre moins de 25, c'est ça. Mais tu vois, si t'as déjà un ou deux autres joueurs qui s'approchent de cette marque-là ou qui passent les 20, c'est que tu auras des joueurs qui ont step up et que tu auras exploité un petit peu mieux les trappes, etc. sur lui. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir, c'est comment aussi, au-delà de chez les autres vont réagir s'il est un peu plus stoppé que d'habitude. Est-ce que tu es capable de sanctionner la défense qui fait des choix? Forcément, tu es obligé sur un match comme ça de faire des choix. Comment tu réagis? Et ce qu'on n'avait pas forcément bien fait, j'ai trouvé, sur les autres confrontations, parce que le match où il en met 44, on perd, si je me trompe pas. ouais, en Et c'est le overtime. dernier où justement ça joue un peu mieux collectivement et ça gagne. Donc est-ce que tu arrives à remettre ça en place? Ouais, pour moi, il y a deux points défensivement en termes de match-up. C'est faire travailler Brandon Ingram en défense. Mhm. Je sais pas qui ils vont mettre, enfin quel joueur Brandon Ingram va devoir défendre. Je suppose que ça va être peut-être du Lou Dort, ou du Josh Giddey. Euh, Ouais, je pense Guidi, parce qu'ils vont mettre Trey Murphy sur J-Dub peut-être, ouais, je pense. et McCollum sur Dort. Ouais, McCollum sur Dort, donc à Josh Giddey de faire travailler un petit peu Brandon Ingram. Et surtout, faut cibler Jonas Valanciunas sur des switches. Tu l'emmènes au Mm. large et tu vas driver et tu le prends de vitesse parce que Jonas Valanciunas, tout aussi bon joueur qu'il peut être offensivement, défensivement, si tu commences à l'obliger à faire bouger les pieds, ça va être un peu compliqué. Et encore une fois, avec Josh Giddey, avec J-Dub, avec Shai Gilgeous-Alexander, tu as largement de quoi le prendre de vitesse sur des drives si tu arrives à l'emmener au loin. Donc voilà, c'est un point intéressant. Et puis il y a un autre point pour moi qui, encore une fois, revient à dire prendre ce que la défense te donne, c'est l'adresse de loin. Puisque les deux équipes, on a la 17e et la 15e adresse de la ligue qui s'affrontent. Sur les 4 matchs, jamais une équipe n'a réussi à passer au-delà des 37% à 3 points. Sur les 4 Ça, matchs, c'est hein. incroyable. C'est C'est incroyable. incroyable, ça. C'est incroyable. C'est un concours de briques globalement sur tous les matchs. Et par contre, il y a un avantage pour le Thunder. On parlera peut-être de l'aspect défensif du Thunder un peu plus tard. Mais il y a un avantage, c'est que les Pels ne sont que la 25e équipe en termes de 3 points pris dans le corner. Retenez bien ça parce que c'est ce qui a souvent fait mal au Thunder. Et les Pels, ce sont la 6e équipe qui laisse le plus de 3 points grand ouverts.
sachant que le Thunder est l'équipe qui prend le plus de 3 points grand ouvert de toute la ligue. Donc il va falloir sanctionner sur ces 3 points. Et les Pels appliquent la stratégie défensive que j'appelle des Knicks 2020-2021, c'est-à-dire que ils laissent des 3 points grands ouverts, mais leurs adversaires ne mettent pas dedans, puisqu'en termes de réussite, sur les 3 points grands ouverts, les adversaires des Pels sont avant-derniers. C'est pour montrer à quel point ils laissent des 3 points grands ouverts, les adversaires les ratent, donc du coup, ça profite aux Pels, grand bien leur face. Grand bien leur face, mais il va falloir sanctionner sur ça, surtout que le Thunder, je le répète, il prend énormément de 3 points grands ouverts, donc ça va être des joueurs qui vont devoir sanctionner, ça va être du Isaiah Joe qui va devoir sanctionner, ça va être du même Lou Dort. Lou Dort, s'il met dedans à 3 points, c'est tout de suite un autre match qui se présente. Josh Giddey, sur les quelques tirs à 3 points, surtout qu'il en prend plus là, sur la fin de saison, sur les quelques tirs à 3 points. On voit que quand il prend un tir à 3 points, c'est que à step back, donc c'est pas vraiment des tirs wide open, à moins qu'il fasse un step back grand ouvert, mais ça m'étonnerait. Donc ça va être vraiment cette question d'adresse pour les deux équipes, parce qu'on n'a pas des adresses folles des deux côtés. Et d'une part, tu as une équipe des Pels qui laisse beaucoup de 3 points grand ouverts. Le Thunder conteste un peu plus les tirs à 3 points, mais c'est bête à dire, mais ça va être mettre tes 3 points grand ouverts, ce qui peut s'appliquer à n'importe quel match NBA, mais encore plus dans ce genre de confrontation où les Pels vont t'attendre dans la raquette. Par contre, tu vois, tu l'as dit pour Shai, je pense que ça, c'est un match où ces step back à 3 points, ils peuvent être létals, ou létaux d'ailleurs. Létaux, oui. Je sais pas comment on dit. Létaux. Parce que ils vont l'attendre dans la raquette. Et là, tu dis les step backs sont pas forcément grand ouverts. Pour Shai, en fait, si, souvent, parce qu'ils l'attendent tellement de loin, où il recule, que les 3 points sont laissés. Et comme il en prend très peu, ils ont raison de faire ça, en fait, concrètement. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, il me dérange pas tant que ça, des fois, ces step backs, sauf quand ils sont vraiment dans le clutch ou autre, et que c'est hors rythme du match. Mais il y en a plusieurs qui prend, où moi, ça me dérange pas, parce que si tu les mets, ce qu'il est largement capable de faire, hein, ça te fait défendre un pas en plus au défenseur, et là du coup ça t'ouvre beaucoup plus de choses pour lui. Non, mais après je suis complètement d'accord avec toi, ça va être vital que les mecs mettent dedans de l'extérieur, et tu l'as dit, tu peux même ajouter un J-Dub ou un Wiggins qui en prennent pas mal au final et qui ont pas mal d'espace en faisant. Ouais, même Jeline qui est l'un de ceux qui en prend le plus. Au final, j'ai pas fait gaffe, mais puis l'un des plus il en prend pas de plus en plus. Et puis surtout, s'il met dedans, il t'oblige Valanciunas à le défendre loin. Ou alors, il oblige les Pels à passer plus petit. Enfin, quoique, leur backup, c'est Larry Nance. C'est Larry Nance, ouais. T'es plus petit, t'es un chouïa plus mobile, Larry Nance, je pense, que Valanciunas, mais après, c'est intéressant pour nous en protection de cercle et côté rebond, je pense, t'es quand même moins bon. T'as moins cette présence dans la raquette quand c'est Nance, par contre, voilà. Non, mais voilà, si tu mets dedans, et tu l'as très bien dit, Lou Dort peut être un factory sur ça, enfin voilà, ça va être vraiment une clé du match, cette adresse, et d'ailleurs, défensivement, si t'arrives à limiter un Trey Murphy qui prend feu à 3 points, Herb Jones, c'est arrivé, mais c'est moins souvent, mais Trey Murphy qui prend feu, Alvarado qui est capable de prendre feu s'il joue, je suis pas sûr qu'il joue, mais qui est capable de prendre feu, McCollum bien entendu. En fait, on va en reparler, mais face à Ingram, tu risques d'être un peu plus en difficulté. Dans tous les cas, il va mettre ses points. Par contre, si à côté de ça, t'as tout le monde qui est bien limité, ça sera beaucoup plus intéressant et tu risques de limiter toutes leurs options offensives et ça risque d'être que du Ingram presque. Et ça va être intéressant. On l'a vu de toute façon sur le match face aux Wolves. Pour ceux qui ont regardé le match face aux Wolves, globalement, Brandon Ingram met 21 points dans le premier quart. Les Pels sont devant et sur toute la deuxième mi-temps, ils mettent même peu, ils n'impliquent pas Trey Murphy offensivement, ce qui leur a coûté pas mal de points. Les Wolves ont montré que tu peux gagner un match contre ces Pels malgré Brandon Ingram qui met 42 points avec 7 rebonds et je sais plus combien de passes. Malgré un Ingram qui joue un match de folie. Et encore une fois, sur cette capacité des pivots, Larry Nance, il fait quand même 10 cm de moins que Jonas Valanciunas. Donc en termes de... il fait 2,01. Je me demande si Josh Giddey est même pas plus grand que Larry Nance. S'il fait des 0,1, c'est sûr qu'il est plus grand. Ça me paraît petit pour Larry Nance quand même. Selon Basketball Référence, il est mesuré à 2,01, Larry Nance. Donc là où Valanciunas fait 2,11, donc c'est un 7'1". Ça va être ce point-là finalement qui va être important. Ça va être aussi, et Jeline a un rôle à jouer des deux côtés du terrain. Ça va être comment gérer la match-up Valanciunas. Est-ce que les Pels, sachant qu'ils donnent pas non plus 36 minutes à Valanciunas, les Pels vont passer avec Larry Nance petit, comment tu vas réagir quand ils vont passer sur un 5 plus petit? Est-ce que tu envoies du Wiggins? Là typiquement l'absence de Kenrich est pénalisante. Est-ce que
Est-ce que tu fais J-Dub en 5? Enfin voilà, il y a plein d'interrogations tactiques, mais effectivement, tu as montré que enfin les Wolves ont montré la voie pour dire que effectivement tu peux te prendre une mixtape de Brandon Ingram, mais tu peux quand même remporter le match en limitant tout ce qu'il y a autour. Ouais, c'est un super exemple, le dernier match de la saison, parce que rien ne se passe bien pour les Wolves, tu prends une sauce au premier quart et tout, et t'arrives à réagir et à trouver des solutions, alors qu'il y a d'autres équipes avant qui ont laissé Ingram jouer, mais qui ont aussi laissé Trey Murphy bombarder de loin et faire ce qu'il voulait, enfin, là ça Mauvaise devenait idée. beaucoup plus compliqué. Très mauvaise idée, ouais. D'ailleurs, défensivement, quel match-up tu vois un petit peu? Bon, il y a forcément le cas Ingram qui va être dur à gérer. Est-ce que c'est comme la dernière fois du Dort plutôt qui va essayer d'être très près de lui mais qui Ingram peut lui tirer un peu dessus? Est-ce que c'est plutôt un J-Dub qui est plus long mais quand même moins bon défensivement? C'est quoi toutes les match-up défensives là? Bah en fait j'ai pris le raisonnement de laisse Ingram t'en mettre 50, mais par contre limite les autres. J'ai pris le même, je crois. J'ai pris le même au final, je De crois. toute façon, Brandon Ingram, tu peux rien faire sur lui, il est trop grand. On l'a vu le dernier match qu'il a joué contre nous, le seul match d'ailleurs que Brandon Ingram a joué contre nous. Donc, Mm. il nous a mis une sauce sur un match. Est-ce que s'il avait joué les trois autres, il nous aurait mis la même sauce? Je sais pas. Mais en tout cas, on a vu que face à Lou Dort, il lui shootait dessus. Enfin, Lou Dort, il pouvait faire la meilleure défense du monde. Quand t'as un gars qui shoot dessus, il continuera toujours te shooter dessus. Donc, je suis allé un peu checker les match-ups défensives. Qui défendait qui? Je me suis dit, Lou Dort sur CJ McCollum, à mon avis, ça doit être une bonne match-up. Effectivement, sur les 4 matchs, parce que je crois que McCollum a joué les 4 matchs, McCollum, lorsqu'il est défendu par Lou Dort, 6 sur 16 au tir, 5 ballons perdus. Alors que Ingram, quand il est défendu par Dort, c'est 5 sur 10 au tir et 0 ballon perdu. Donc je me suis dit, au niveau des match-up, je prends ce qui a été fait sur la plupart des 4 matchs, à savoir Shea sur Trey Murphy, Josh Giddey sur Herb Jones. Comme ça, les deux sont planqués dans un corner Et attendre. et attendent. Mais je préfère voir Shea parce que Trey Murphy est un peu plus off-ball, un peu plus mobile. Giddey, vraiment. Herb Jones, il va faire des cuts, il va rester dans son corner. Donc, globalement, je mets Josh Giddey sur lui. Je mets Lugensdort sur CJ McCollum parce que je pense que si CJ McCollum passe à côté, ce qu'il a fait contre les Wolves et ce qu'il a globalement fait face au Thunder, puisque sur les 4 matchs qu'il a joué contre KC, McCollum est à 34% de réussite au tir. Bon, il est à 46% à 3 points, mais il est à 34% de réussite au tir global. Et je mets J-Dub et Aaron Wiggins sur Brandon Ingram. Donc, quand ça va débuter, je mets J-Dub sur Brandon Ingram avec Lou Dort en relais. C'est pas interdit non plus que tu fasses des prises à deux sur Ingram, que tu fasses des trappes, que tu essayes de lui faire lâcher la balle et encore une fois que tu sois puni, enfin que les Pels te punissent via quelqu'un d'autre que Brandon Ingram. Mais je mets J-Dub, même s'il l'a très peu défendu, au final, sur le seul match où il a joué, il l'a défendu moins de 2 minutes, ce qui est famélique. Mais j'ai confiance en J-Dub, je me dis qu'il est quand même plus grand, plus long que Brandon Ingram. J-Dub a pris des responsabilités offensives. Bon, on a vu face à Kevin Durant que c'était pas forcément la meilleure tactique de mettre J-Dub en défense sur lui parce que il continue à lui shooter dessus, sachant que Brandon Ingram a un profil morphologique assez similaire, voire très similaire à KD. C'est le même. C'est le même. C'est pas... Ingram doit être un poil plus petit, je pense, que KD. Ouais. Mais voilà, c'est globalement le même type de joueur, la même morphologie. Je préfère voir J-Dub sur Lou Dort parce que J-Dub sur McCollum ou Shea sur McCollum, je suis un peu plus sceptique parce que ça ferait... En fait, j'ai peur que si tu mets Dort sur Ingram, il va pas suffisamment le limiter. Et si tu mets quelqu'un d'autre sur McCollum que Dort, j'ai peur que McCollum fasse aussi son match. Donc voilà, c'est au niveau... Je pense que je fais comme toi. Moi, dans mon esprit, je fais comme toi. Je mets plutôt J-Dub qui est plus long sur Ingram. De toute façon, t'as pas les armes pour l'instant pour le limiter. Donc, autant mettre le joueur qui se rapproche le plus de lui en niveau taille et garder Lou Dort pour vraiment stopper quelqu'un d'autre. Donc, j'ai exactement le même raisonnement que toi. Par contre, je pense qu'il y aura des trappes. Je pense que je trappe beaucoup plus sur Ingram, etc. Mais je pense pas que c'est ce qui va se passer. Par contre, je pense que Dort va être missionné sur Ingram. Je pense que J-Dub va être sur Trey Murphy et que Shea va être sur McCollum. Alors, ce qui n'est pas en soi catastrophique, hein, loin de là, et ça peut très bien marcher. Mais je pense que ça va plutôt tourner comme ça, et quand Wiggins rentrera, il sera plutôt en relais de un de ces trois joueurs-là, selon qui est sur le terrain, plutôt en priorité sur McCollum ou Ingram. Mais voilà, je pense que ça va être plutôt favorisé comme ça. Sachant que, effectivement, Giddey, tu dois le planquer.
Jalen Williams, lui, ses match-up, c'est tout trouvé, hein, c'est Valanciunas ou Larry Nance. Voilà. Et par contre, quand tu fais jouer Isaiah Joe, il risque d'avoir quand même pas mal de minutes, parce que comme tu as dit, tu auras sûrement besoin d'adresse et de gravité qui peut t'amener pour ouvrir les espaces. Tu dois aussi le planquer quand même. Tu dois aussi potentiellement le planquer. Je t'avoue que ça me fait un peu peur parce que je vois pas sur qui tu peux le mettre, à part si c'est sur Herb Jones, mais physiquement il va se faire ouvrir et il y aura peut-être des rebonds off de Herb Jones, etc. Et Pour McCollum. Ça. Ou sur McCollum, voilà, mais du coup McCollum joue beaucoup balle en main, donc à voir comment, s'ils exploitent ça ou pas. Parce que le banc des Pels, pour le coup, dans leur rotation, t'as 3 joueurs. T'as 3 joueurs. Larry Nance, Najee Marshall, qui nous a fait très mal d'ailleurs sur plusieurs matchs, si je me trompe pas. Et Faut qui pas est mettre beaucoup Jackson Hayes, hein. Attention, parce que sinon, ouais, pas de Jackson. mais Marshall qui est plutôt dans le drive, etc., et qui pourrait nous faire mal, notamment sur Isaiah Joe, s'il se retrouve sur lui par exemple, ou autre, tu vois, ça pourrait être problématique. Et ensuite, qui vont faire jouer vraiment Jackson Hayes, j'y crois pas, comme tu l'as dit, je pense que c'est une mauvaise idée. On tourne à 8. Il tourne à Et 8 j'ai oublié sur le le dernier 8ème. match face aux Wolves. Oui, Josh Richardson, pardon, bien sûr. Josh Richardson, qui est leur 6ème. Ouais. Oui, que j'avais oublié, mais qui me fait moins peur offensivement, mais qui va être important pour eux défensivement dans le relais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, le seul coup de poker que je pourrais voir de la part de Willie Green, c'est soit lancer Jackson Hayes, mais ça m'étonnerait, soit défensivement s'il galère trop sur Dyson Daniels, qui avait fait du bon taf. Ce qu'ils avaient fait, ouais. Mais comme là, Dyson Daniels n'a pas joué depuis pas mal de temps, je me dis attention quand même à Dyson Daniels. Si vraiment c'est l'incendie. Non, il a joué tous les matchs sauf le dernier en plus. Donc, mais après, voilà, match compétitif, ça m'étonnerait pas qu'il tourne à 8. Donc, il faut pas sous-estimer qu'il y ait des coups de poker, mais effectivement, défensivement, ça va être globalement. Et il y a un point qu'il faut essayer de faire sur Brandon Ingram, qui est un point tout con chez pas mal de droitiers, mais qui est encore plus prépondérant chez Ingram, c'est l'obliger à se mettre sur sa gauche. Parce que quand vous allez voir les zones de Brandon Ingram, la réussite, il est quand même bien moins en réussite quand il est côté gauche que côté droit. Là où par exemple, c'est beaucoup moins marqué. Donc, il faut essayer de le faire aller sur sa gauche, qui n'est pas facile, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais ça va être vraiment la problématique. Et après, au niveau des match-up, ouais, ça va être. Jalen, de toute façon, tu sais qu'il va être sur Valanciunas. Peut-être qu'eux aussi vont avoir des possessions où ils vont essayer de mettre Jalen sur McCollum. Enfin, McCollum qui essaye d'attaquer sur Jalen ou Ingram qui essaye d'attaquer sur Jalen. Ça va être tactiquement, je pense que faut pas sous-estimer le fait que le match peut se jouer sur lequel de tes pivots, si un des pivots y parvient, est capable de tenir défensivement sur des switches. Après, on donne aucun switch quand c'est Jalen, hein. Il donne aucun switch, il est toujours en drop ou c'est vrai qu'il drop tout le temps, j'avais oublié. C'est très rare, ou alors il fait un step out, il revient, mais c'est très très rare qu'il donne un switch. J'ai même pas souvenir d'une possession de ces derniers matchs où il drop presque à chaque fois. Hein, donc, mais du coup, c'est encore plus pénalisant parce qu'il va se manger des mid-range. Est-ce qu'ils vont pas exploiter ça justement? Parce que la stratégie quand on fait dropper Jalen, c'est qu'on aime donner le tir à mi-distance sur ces actions-là. Mais bon, les Pélicans, avec McCollum et Ingram, c'est ce qu'ils ont envie d'avoir aussi en partie. Oui, donc, comment tu veux exploiter ça après, de côté Pélican? Est-ce que tu le joues exprès? Est-ce que tu essaies quand même d'avoir des switches pour avoir des drives, etc. Ou est-ce que du coup, on jouera beaucoup de small ball? Voilà, où tu auras du Wiggins sur le terrain et tu joueras petit, ou tu auras peut-être d'autres pivots. Après, c'est ça, on n'a pas parlé de la rotation, nous, de notre côté, mais bon, Joe et Wiggins vont jouer en sortie de banc, c'est évident. Est-ce que tu vois un 8ème? Je pense qu'on tournera à 8, mais qui? C'est ça la question, parce que là, tu as beaucoup moins de certitude. Oui, tu peux tourner à 9 en plus. Hein. T'as beaucoup moins de certitude. À 8. Quelle hérésie! Non, moi j'ai fait mes rotations, j'ai fait minute par minute pour vous dire un peu comment ça se passe. J'ai mis 40 minutes à chez J-Dub. Parce qu'il faut pas déconner, c'est le dernier match de la saison. Là, il y a plus de calcul, de temps de jeu, machin, de repos. Si tu perds, c'est le dernier match de la saison. Donc voilà, tu mets tout le monde. J'ai mis 38 minutes à Dort, j'ai mis 36 à Guidi. Ton socle, ces 4 joueurs qui sont tes 4 principaux joueurs doivent jouer une chier de minutes. J'ai mis 22 minutes à J. Will parce que les Pels font pas tant jouer que ça. Jonas Valanciunas, il joue à peu près
entre 24 et 28 minutes par match, voire même moins sur certains, où ils préfèrent privilégier Larry Nance en fonction des match-ups. J'ai mis 30 minutes à Wiggins, qui pour moi va être un Mhm. élément clé de ce match et peut faire basculer le match en faveur du Thunder. J'ai mis 25 minutes à Isaiah Joe, qui, de part, s'il est capable de mettre dedans, ce qu'il n'a pas forcément montré sur ces dernières semaines, s'il est capable de planter dedans à 3 points, va être un vrai casse-tête pour les Pels, notamment s'il est associé avec Shai Gilgeous-Alexander dans les minutes où Joe sera présent. Et j'ai mis 9 minutes à Saric, parce que il y a un moment où le small ball 5, tu peux le faire quand il y a Kenrich Williams, et tu peux pas le faire quand il y a Aaron Wiggins, ou alors ça voudrait dire J-Dub en 5, mais là ça commence à faire vraiment petit. Donc voilà, j'ai mis 9 minutes à Saric. J'espère que défensivement, il va pas faire trop de fautes et qu'il va pas être complètement paumé. Faut voir, tu peux peut-être mettre ces 9 minutes au moment où les Bulls sortent Ingram par exemple, ou sont sans McCollum, quand ils font jouer du Marshall, quand ils font jouer du Narinens, peut-être dans cette configuration-là, mais en tout cas, si je fais 9 minutes, je pense que Saric, il voit pas le parquet de la seconde mi-temps, hein, globalement. Hein. Donc, ouais, j'ai fait ces rotations-là. En gros, bah, rotation à 8, quoi. Et tu te reposes énormément sur ton 5 majeur, en tout cas sur tes 4 joueurs principaux, avec Aaron Wiggins et Isaiah Joe qui sont là pour apporter des grosses minutes. Non, mais je suis d'accord avec toi, et de toute façon, tu dois faire jouer un huitième, une autre rotation intérieure. Tu pourras pas tenir juste avec Jay Will et jouer en petit, comme tu l'as très bien dit. Et Saric, même s'il t'apporte pas énormément de certitude, est celui qui t'en apporte quand même le plus Oui. sur la fin de saison. Certes, défensivement, c'est limité par sa mobilité. Je trouve pas bête défensivement, mais c'est voilà vraiment cette limite physique et de mobilité et de vitesse qui l'empêche un petit peu d'être vraiment efficace. Après, offensivement, tu peux tomber sur un soir où lui, pour le coup, peut aussi écarter Valanciunas et de la raquette, voire le driver potentiellement s'il ressort. Là où un JRE ou un Poku, pour l'instant, ont pas mis dedans sur la fin de saison et ont même trop peu de minutes pour Ah non, pouvoir il faut faire pas les confiance à. faire jouer. Et puis même quand tu vois que JRE joue 35 hier, Non, mais il ou jouera même pas, c'est plus sûr. d'ailleurs, oui, je Non. pense qu'il jouera pas. Donc je pense que tu as prévu que c'est Saric qui sera dans la rotation si tu as besoin d'ailleurs. Hein. Et qui ouais, pourquoi pas, hein, sur un match comme ça, pourrait potentiellement t'apporter. Contre Phoenix, par exemple, il avait été bon là, lors d'un des derniers matchs, même Contre contre Utah, il Utah, il avait avait été été plutôt bon. intéressant. Ouais. Ouais. Donc pourquoi pas. Mais je pense que le Mais 9e après, homme, non. ce sera Waters. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi Ce sera aussi, parce que Waters. lui, on en parlera dans le bilan de saison, mais il a progressé défensivement. C'est pas le plus petit ni le moins physique par rapport à un Joe auquel on compare. Il est plus intéressant physiquement, donc il est moins bon offensivement, c'est sûr. Ah Mais je ouais. pense que ouais, Waters potentiellement pourrait voir le terrain. Hein. Si t'as vraiment un Va manque de jouer, hein. spacing et que tu mets pas dedans, je pense qu'il voit le terrain. Hein. Ah, mais moi, je pense que dans tous les cas de figure, Daigneault va pas tourner à 8. Il va faire Joe, Wiggins, Saric et Waters. Hein. Je suis quasi sûr que Mm. Waters va jouer. Donc, en plus, le fait que Waters n'ait pas joué le dernier match me laisse présager le fait qu'il va jouer. Il a joué un petit peu, hein. Il a joué un petit peu, Oui, mais comme mais Wiggins vraiment a très joué peu. 6 minutes. Ouais, ouais. Après, je suis pas non plus contre le faire jouer parce qu'il peut t'apporter un boost offensif direct. Bon, c'est un peu qui tout double avec lui s'il commence à mettre dedans ou pas. Et Toujours défensivement, kick, lui, hein. je le crains moins, je le crains moins que d'autres, tu vois. Donc, je sais pas exclu effectivement de le voir et ça me ferait pas peur. Je dirais bon, ok, on tourne à beaucoup de joueurs, mais ça me ferait pas peur comparé à un Dieng ou à d'autres Non, il joueurs jouera qui, pour le pas. coup, me feraient peur. Ou Treman d'ailleurs, hein, qui Non, jouera pas, non, mais que tu tous ceux qui dirais ont bon là joué c'est dimanche, compliqué. enfin qui ont débuté, ils joueront pas. Ils joueront pas. Hmm. Et il y a un point aussi qu'il faut souligner, puisque on parlait du fait de faire des fautes. On sait que le Thunder est très agressif sur les pertes de balles. Le Thunder est l'une des meilleures équipes en points sur ballon perdu. En termes de pourcentage de pertes de balles, les Pels ne sont que la 20e équipe en NBA, c'est-à-dire qu'ils perdent plus de ballons que la moyenne NBA, en tout cas en fréquence. Donc le Thunder peut peut-être profiter de ces pertes de balles justement pour avoir, ça revient à ce Hmm. qu'on disait tout à l'heure sur le rythme, pour se créer des points en transition, mais ça va être un équilibre assez précaire entre être agressif pour provoquer des pertes de balles et ne pas faire des fautes bêtement sur des reach-in. Ça aussi, c'est Ouais, hmm. quelqu'un l'avait dit dans le chat, ça va être un point très important, ça va être la gestion des fautes, parce que même chez Gilgeous Alexander, il y a plusieurs matchs où il se retrouve très vite à 3-4 fautes dans le troisième quart, et ça va être aussi comment tu vas essayer de récupérer des ballons pour éviter justement un mid-range enfin, pour éviter à ta défense de subir un jump shot ou un drive.
Ah non, mais Shea, c'est l'exemple même de ça, parce qu'il est très souvent dans les interceptions à chercher la balle, etc. Tu fais souvent des fautes quand tu fais ça, et Ouais. en plus, il prend une ou deux fautes offensives par-ci par-là, des fois, en mettant un peu trop l'épaule, un peu trop le bras pour se faire sa place dans la raquette. Donc non, effectivement, la gestion des fautes, mais même côté Pélican, si t'arrives à avoir, comme tu as dit, des fautes à Herb Jones, peut-être des fautes à Oui. Ingram, si t'arrives à le faire travailler défensivement, ou voir à Valanciunas, si tu le fais ressortir de la raquette, etc. Ça peut être intéressant. On sait qu'aussi qu'on aime bien faire provoquer des fautes sur des passages en force. Ouais. C'est peut-être pas l'équipe, les Pelicans qui ont plus de drive direct, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, vraiment drive pur où le mec, tu sais qu'il va arriver, tu t'arrêtes et tu le pièges. Je vois pas quel joueur ferait ça, peut-être un Trey Murphy, mais tu vois, Ingram Herb n'est pas Jones le le fait joueur. pas mal. Air Jones, peut-être, ouais, bon. Mais tu peux réussir à exploiter ça, ça c'est intéressant de voir comment on fait. Ou si un Dort arrive à provoquer 3 écrans mobiles de Valanciunas, ce qui est fortement possible Oh, pour le oh coup. là, 3 c'est beaucoup, hein. 3 Non, c'est mais voilà, beaucoup. tu vois, ça peut être un facteur clé, effectivement, les fautes. Mais dans tous les matchs à confrontation comme ça, d'élimination directe, voilà, si t'as un joueur en fall trouble, ça te change toute ta stratégie, et ça peut perturber tout ton plan de jeu. Donc, effectivement, encore une fois, ça c'est à surveiller. Je vais essayer de mettre, si ça marche, un petit sondage pour voir l'avis des gens sur est-ce qu'on gagne ou pas ce match-là. Constant, toi, ton pronostic vis-à-vis de ces matchs, vis-à-vis de ce match, c'est quoi le scénario pour toi qui va se passer? Ah, ouais, peut-être un tout dernier point qui va rejoindre un peu sur mon Ouais, vas-y. pronostic, c'est l'expérience des grands moments. Parce que je Ouais. suis allé faire le calcul. Si on prend les matchs de playoff pour le Thunder, pour tout l'effectif du Thunder, on est à 55, sachant que Saric en a joué 24. Donc ça fait 31 en gros. Ouais. Sais-tu combien de matchs de playoff cumulés possède l'effectif des Pels? Je réfléchis, Valanciunas, c'est d'en avoir quand même quelques-uns. Ingram, on a quelques-uns. McCollum, on a beaucoup. T'as dit combien pour le Thunder? 31, j'exclus Ah, Saric. ils sont à 110. 180. Ils Ah, sont à je suis même 180 pas. matchs de playoff. Donc il y a, même en comptant Saric, il y a 125 matchs de playoff d'écart pour ce groupe Attends, en mais termes de. t'as les chiffres un peu? McCollum en joue combien? Plus de McCollum est à 50? plus de 60. Ouais. Et McCollum est à plus de. Valanciunas? Valanciunas est à 25. Ingram, Ouais, mais il a alors que c'est l'an qui? dernier, hein. C'était les premiers playoffs de Ouais. Brandon Ingram. Mais alors c'est Euh, qui t'en donne tant que ça? Bah, Josh Richardson en a joué. Larry Nance Ah en a oui. joué. Oui, c'est vrai. Tout l'effectif, tu vois, Josh Richardson, il a 30 matchs de playoff, hein, on dirait pas. Ah ouais, Larry Nance d'accord, en a ok. 25. Hmm. Euh, et tu rajoutes Alvarado, tous les joueurs qui sont allés en playoff l'an dernier, ça fait déjà 6 matchs, donc quand tu cumules, tu arrives à 180. Ok. Donc voilà, c'est le manque d'expérience et surtout, les Pels l'an dernier étaient déjà le seed 9 et ont réussi à se qualifier pour les playoffs, donc ils connaissent le chemin. Sachant que l'an dernier, je suis allé chercher, ils avaient battu les Spurs 113 à 103, sachant qu'il y avait plus 18 au début du quatrième quart. Donc c'était une victoire facile pour eux avant d'aller battre les Clippers qui nous ont permis de récupérer J-Dub. C'est vrai, je me Donc souviens de ça maintenant. bien sûr, un match incroyable où ils étaient menés de 17 points, où c'est Larry Hmm. Nance, Herb Jones et Trey Murphy qui les fait revenir dans le match. Grand moment, je pense que c'était un des moments les plus stressants en tant que fan du Thunder l'an dernier, tellement il n'y avait rien à jouer. Mais oui, effectivement, cette expérience des grands moments et le fait que les Suns, non, les Pels sont déjà passés par là pour se qualifier me fait dire que, bon, déjà les Pels sont favoris évidemment. Et après, mon pronostic final, j'ai envie de dire que pour moi, ça va être serré, puisque les 4 matchs ont été serrés. Je vois pas. Le Thunder s'est rarement fait blowout cette saison. Je vois pas non plus les Pels se faire blowout chez eux. Sachant que c'était un point aussi qui faisait que je voulais plus jouer les Wolves que les Pels. C'est que les Pels à domicile sont très sérieux. Là où les Wolves étaient à peine à un peu plus de 50% de victoire, les Pels allaient les chercher au Smoothie King Center. C'est peut-être l'ancien nom, mais C'est ça. les Non, c'est battre ça, chez. je crois. Bon, hein, les Non, c'est battre au ça. Smoothie King Center, c'est pas facile. Donc, pour moi, ça va être serré, mais je mets quand même les Pels devant parce que plus de star talent, plus de joueurs capables de mettre un panier quand il faut, notamment via CJ McCollum. Et je pense que sur un match, Brandon Ingram peut être le meilleur joueur des deux équipes. Donc, je Hmm. mets un plus 6 Pélican. Plus de star talent, je suis pas sûr en fait. Par contre. Mais après, je suis d'accord avec toi Ah, qu'Ingram peut rien être qu'avec plus Ingram, dominant. McCollum.
Ouais, mais est-ce que un Ingram McCollum en star talent, bon après c'est plus en projection, Guidi et J-Dub, mais Voilà, bon, au je mieux. sais pas. Tu vois, un Mais, Shea est autant une star que Ingram par exemple, mais après on sait qu'Ingram peut, bah, on l'a vu hier, peut archi dominer. Je sais pas, oh parce non, que si mais. tu prends, Ah, si tu prends le trio, ça va être Valanciunas, McCollum, Ingram, c'est mieux qu'en Star Talent que chez Guigui et J-Dub. hum, hum, hum. Non, je suis d'accord. Bon, il y a eu 4 votes, 4 pour le Thunder. On est assez chauvin sur le. Ouais, Ça a un peu voté, soyez pas c'est chauvin. trop, hein. Non, je pense que mon pronostic va se rapprocher du tien. Je pense que les Pélicans sont. Ah bah, déjà sont une place devant, mais sont un léger cran au-dessus, peut-être dans la construction, peut-être dans les options qu'ils ont. Tu vois, d'avoir un Herb Jones et un Trey Murphy sur les ailes, plus Ingram, enfin, ça fait beaucoup de choses à gérer. L'expérience, tu l'as dit. Je les mets, ça serait mon pronostic. Je pense que ça va être compliqué de remporter ce match-là. Par contre, dans le scénario, on est un peu distancé au début. C'est mauvais premier quart-temps, -10, -15. Tu reviens et tu perds dans le clutch. Tu perds dans le clutch, un scénario qui nous arrivait souvent cette année, hein, d'ailleurs. Mm. C'est scénario que je vois un petit peu, avec un Shea plutôt bon, mais avec un peu de déchets, avec, des bonnes perfs de tes lieutenants globalement, hein, mais un petit manque d'adresse extérieure, et un Ingram qui, même en n'étant pas forcément exceptionnel, te porte les Pélicans dans les moments chauds et qui fait basculer le match. Voilà. Si je devais analyser au maximum le scénario que je vois, on verra qui a raison ou pas. On espère avoir tort d'ailleurs, parce qu'on espère avoir la chance d'affronter les Lakers ou les Wolves pour une place en playoff. Mais ça paraît assez compliqué. Ça paraît assez compliqué. T'es pas favori, tu l'as dit, t'es à l'extérieur en plus. Mm. Donc voilà. Par contre, ça sera dans tous les cas une expérience assez importante pour ce groupe-là. Parce que la dernière fois que t'es allé en playoff, bon, certes, il y avait chez Dort, mais le reste C'est tout. n'était même pas encore NBA, globalement. Ouais, Donc, pas loin. c'est une expérience qui sera formatrice et sur laquelle tu pourras construire le futur. Que ça soit une réussite en mode tu gagnes le match et tu vas peut-être après chercher un autre match, voir les playoffs, ou que ça soit un échec qui sera très formateur pour la suite parce que tu te seras déjà confronté à ces situations-là et tu te seras dit l'année prochaine on ne veut pas faire la même chose et on sera encore plus prêt. Tu vois, dans tous les cas, c'est pour ça que je pense que globalement les gens voulaient être en play-in même si le niveau du Thunder ne portait pas optimiste sur la fin de saison. C'est quand même une expérience, autant en profiter maintenant. Tu vois, mais moi Oui. quand je me disais bon, ça serait la cerise sur le gâteau parce que tous les matchs que tu as fait avant, certes sur le dernier mois, te pousse, t'es un peu sous pression, tu dois gagner les matchs, etc. Les joueurs l'ont assez dit. Ça reste un match à élimination directe que c'est rare d'en jouer en fait comme ça au final. Hein. Oh bah non, bah quand il va y avoir le In-Season Tournament l'an prochain. Non, mais à deux choses peut-être pour conclure. La première, c'est si on doit si on doit nommer un joueur qui n'est pas une star, qui va être le Thunder Killer. Parce qu'il y en a toujours un. Il y en a toujours un pour nous mettre une sauce venue de nulle part. Si tu devais décider qui est le Thunder Killer, pour toi, ce serait qui? Bah après, ça peut être Trey Murphy, mais ça reste un joueur important pour eux, donc voilà. Sinon, bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Najee Marshall qui te fait mal plusieurs fois et qui là va te mettre 12 points à 5 sur 6 au tir en mettant que des drives trop chiants, tu vois. Oui. Moi, j'ai envie de dire soit Herb Jones offensivement, soit Josh Richardson. Je sens bien le Ouais. Josh Bah, Richardson game. Air Jones qui met dedans, tu vois, qui met Herb un Jones 4 qui sur met 6 à dedans. 3 Sachant points, tu qu'il a vois. mis Ouais, 30 points il n'y a pas longtemps, hein. Et ouais. voilà. Et le deuxième point, j'étais en train de le chercher, c'est dans la courte histoire du play-in tournament, jamais le 10e spot n'a gagné son match. C'est Ça n'est intéressant jamais comme stat. arrivé. Bah, Ok. après, les, les, les stats sont faits pour être battus, ou en tout cas, Hmm. c'est pas le terme exact, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais Pour être. les streaks sont faits, les séries sont faites pour être terminées, Ouais. donc Ouais. potentiellement, on verra. Mais disons que est-ce qu'on y croit? Non, mais je pense que ça va être le thème de cette saison. Moi, personnellement, j'y crois pas, mais j'ai envie d'y croire. Oui, on n'y croit pas, mais je pense qu'on serait pas non plus surpris si on passe. Tu vois, je sais pas comment te dire. Ah, quand même, Euh, quand même. je sais pas. Ça me Quand paraît même. possible quand même, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on serait, à l'inverse, est-ce qu'on serait déçu si on perd de 15? Genre si on n'est jamais dans le match, si on prend un éclat d'entrée et qu'on se fait Non, je défoncer. pense pas. Je pense pas.
Dépend de la soit tomber sur plus physionomie, fort. mais Ouais, ça dépend aussi, ouais. Ça dépend aussi. Eh bien, on va arrêter là. En tout cas, merci à tous ceux présents pour ce live. J'espère que le son et la vidéo n'ont pas été trop pénibles à suivre, ça n'a pas été trop chiant. Donc n'hésitez pas à écouter en replay s'il y a des passages que vous n'avez pas pu avoir. Ça sera de bien meilleure qualité en replay normalement. Dans tous les cas, suivez-nous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Instagram, Twitter aussi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, mais surtout très vite pour ce match de play-in, là on n'en doute pas, tout le monde va être devant. Ça va être très intéressant à suivre. Enfin, le Thunder rejoue un match. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, mais on rejoue un match en jeu. C'était il y a 2 ans et demi, pour n'en déplaise à certains et à certains qui nous manquent encore de respect. Voilà. Un pas de plus vers le respect, rappelons-le. Ouais, un pas de plus. Mais voilà, on se retrouve très vite. En tout cas, c'était une super saison régulière à suivre quand même. On le redira pour le bilan, mais c'était assez cool de suivre avec tout le monde. Donc à bientôt. Salut à tous et bon match de play. Salut.